Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Les plus belles histoires, dit-on, sont celles qu'on ne peut raconter, et Franck Ferrand fait mentir cet adage tous les jours sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. On a appris ce matin le décès à 97 ans d'une des dernières grandes figures de la résistance, Raymond Aubrac, parti 5 ans après son épouse Lucie. Si vous le voulez, nous évoquerons leur parcours le 21 juin prochain au cours d'une émission anniversaire sur le drame de Caluire. Oui, avec grand plaisir. Alors aujourd'hui sur Europe 1, vous nous proposez de remonter encore plus loin dans le temps. Oui, jusqu'au XVe siècle, à la rencontre d'un homme flamboyant comme les ornements de son palais de ville à Bourges, le grand argentier de Charles VII, Jacques Coeur, un personnage de roman, vous allez voir. D'ailleurs, Jean-Christophe Ruffin ne s'y est pas trompé, qui lui consacre un ouvrage plein de souffle intitulé Le Grand Coeur. Je vous propose de suivre son héros dans les creux et les bosses d'une vie pleine d'aventures. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Quelle réussite tout de même, des comptoirs marchands qui couvrent tout l'ancien monde jusqu'en Égypte, des chantiers navals, des mines d'argent, des foires entières, des princes pour débiteurs, le roi de France lui-même pour confident et pour protecteur, le pape. 25 propriétés fastueuses dont le château de Saint-Fargeau, des hôtels en ville, dont le somptueux palais de Bourges qui porte son nom, le palais Jacques Coeur. À vaillant cœur, rien d'impossible, dit sa devise. Certes, reste à savoir comment ce personnage en est arrivé là, gravissant marche à marche le degré de la gloire, avant de chuter d'autant plus durement. Avant tout, reconnaissons-le, notre personnage n'a pas vu le jour n'importe où, n'importe quand. Il est né à peu près au moment où Charles VI devenait fou, à la toute fin du XIVe siècle, en pleine guerre de 100 ans, dans une période de grands troubles et même d'anarchie, où tout était à faire, où tout était à reconstruire. Jacques est né à Bourges, où s'installait la cour, et son père était marchand pelletier fourreur, son père était un fournisseur du munificent Jean de Berry. On fait tôt de grosses affaires chez les Coeur. Or, à cette époque, la frappe des monnaies n'est pas encore centralisée. L'État confie ce soin à un certain nombre de particuliers qui sont liés au roi par contrat. Eh bien, il se trouve que le beau-père de Jacques Coeur, le père de celle qu'il vient d'épouser, Massé de Léodepart, est maître de la monnaie de Bourges. Et vous imaginez bien qu'un esprit aussi fertile, aussi imprégné du sens des affaires que peut l'être celui de Jacques Coeur ne va pas tarder à s'immiscer dans ce genre d'affaires. Seulement, il est accusé un beau jour, ou un mauvais jour devrais-je dire plutôt, de frapper des pièces au-dessous du titre légal. Ce sera pour lui un premier procès qui tourne court. Il n'empêche, le jeune homme est légèrement condamné et c'est un virage dans sa destinée. Il doit se remettre en question, il a plus de 30 ans déjà, l'heure est venue pour lui de changer de métier. Et le voilà négociant. Il a compris, Jacques Coeur, que le retour de la prospérité en France, on est juste après l'épopée de Jeanne d'Arc à ce moment-là, ce retour de la prospérité devrait faire la fortune des marchands de luxe. Qui dit luxe dit soie, épices et donc Orient va pour l'Orient. Si j'osais cet anachronisme, je dirais qu'il se lance dans l'import-export. Dans ce cadre, il va s'attaquer au grand monopole commercial des Vénitiens et des Génois qui jusqu'alors avaient la haute main sur tout ce commerce avec l'Orient, sur tout ce commerce de denrées très précieuses. Eux sont essentiellement des armateurs. Jacques comprend que pour aller plus loin, il va devoir lui mettre en avant des qualités de commerçant. Et là où Jacques Coeur se montre génial, disons-le, c'est sur la question de l'équilibre des échanges. À l'époque, le problème des devises est extrêmement aigu. On manque tout simplement de monnaie pour acheter des stocks et souvent on est obligé de procéder par un système de troc, ce qui est extrêmement lourd et qui surtout limite l'encours de toutes les affaires.
Eh bien, Jacques Coeur a compris qu'il faut trouver du numéraire et il va aller chercher la monnaie à la source, si je puis dire, en exploitant lui-même des mines d'argent dans le Lyonnais. On est là en 1432-1433. Du coup, ses affaires explosent au point d'atteindre, vous savez, ce seuil critique où tout devient politique. Quand vous faites de très grandes affaires et quand vous commencez à vous trouver au cœur même de tout ce qu'il peut y avoir de stratégique dans un État, évidemment, il n'est pas rare que l'État en question vienne vous chercher. L'implantation de comptoirs, la négociation globale, l'acheminement du fret, l'exploitation de mines, tout ça, toutes ces activités réclament un appui de la part du pouvoir royal. Le moment est donc venu pour Jacques de revêtir l'habit de courtisan. Agnès, extrait de la bande originale de La Chambre des Dames. C'est une série télé de François Duval de 1982. Oui, on est un peu dans l'esprit. Et puis, il y a un jeu de mots sur la mort d'Agnès. Vous allez voir que, bien sûr, nous allons dans cette émission évoquer la question centrale, cruciale dans la vie de Jacques Coeur, de la mort d'Agnès Sorel, la favorite du roi Charles VII. Alors, justement, Jacques Coeur est en train de se rapprocher de Charles VII, qui va faire de lui son argentier, c'est-à-dire, dans un premier temps, le gérant de sa cassette privée. En vérité, Jacques Coeur ne va pas tarder à voir ses compétences s'élargir. Il dirigera bientôt les finances royales. En 1440, à Vaillancoeur, rien d'impossible, il reçoit ses lettres de noblesse. Il est bientôt grand argentier, maître de deux monnaies, conseiller diplomatique. Il devient une sorte, disons-le, de premier ministre qui n'en aurait pas le titre. Il va connaître 9 années durant la prospérité, la puissance et la gloire. Sa chère épouse, Massé, c'est un drôle de prénom, hein, M-A-C-E, Massé, et ses enfants, bien entendu, ont l'impression, à mesure que leur époux et père gravit les échelons, ils ont l'impression de vivre une sorte de rêve éveillé. Et d'ailleurs, c'est pour eux avant tout qu'il fait tout cela. Jacques Coeur en profite au passage pour tout réformer. D'abord les moyens de transport. Pour vous donner un exemple, il fait notamment copier les navires génois. La flotte française à l'époque n'était rien ou quasiment rien. Ensuite, les réseaux d'échange. Il réorganise ses comptoirs depuis Marseille, en faisant notamment supprimer bien des péages. C'est là qu'il est avantageux d'être très proche du roi. Enfin, il réforme la monnaie et tout cela toujours à son avantage. Une précision tout de même. Tout ça s'effectue à une époque où l'imprimerie n'existe pas, où la poste n'a pas encore vu le jour, où les routes elles-mêmes ne sont que des chemins. Les premières routes carrossables verront le jour un siècle plus tard et l'on mesure ce qu'il y a pour ainsi dire de surhumain dans ce Jacques Coeur. Son seul défaut, comme toujours en pareil cas, ce sera de ne pas savoir s'arrêter. Il se lance à présent dans ce que nous appellerions aujourd'hui la concentration verticale. Voilà Messire Jacques qui de négociant devient producteur, de l'import-export se lance dans la manufacture. Alors naturellement, si Jacques a su s'entourer à mesure qu'il s'élevait, le réseau de fidélité qu'il a tissé pendant 15 ans est de ceux qui néanmoins sont difficiles à gérer. Est-ce qu'il va résister ce réseau à toutes les épreuves ? Ça vaudrait mieux quand on sait ce qui se prépare. C'est que Messire Jacques est très pris. Auprès du roi, il pilote le Grand Conseil. Or, l'affaire essentielle, à l'époque aux yeux du roi, c'est la reconquête d'un territoire qui, 20 ans plus tôt, était encore presque entièrement aux mains des Anglais. La dernière province à reprendre, c'est la Normandie, d'où la mise sur pied d'une grande campagne de libération, à la fois complexe à mettre en œuvre et extrêmement coûteuse. Ça, c'est pour l'intérieur. Mais là où l'influence politique de Jacques Coeur atteint des sommets, c'est à l'extérieur. Ses puissants réseaux en Italie, en Méditerranée, jusqu'au Levant, sont d'une utilité incomparable pour les affaires royales. Jacques Coeur était déjà en charge des finances, de l'intérieur, du trésor de guerre. Il devient le grand commis des affaires étrangères, notamment en Italie et en Orient, où ses relations à Rome et au Levant font merveille. L'époque, ne perdons pas cela de vue, est encore dominée par les questions religieuses. Or, c'est précisément sur ce registre
registre que Jacques Coeur donne la pleine mesure de son talent. Imaginez ce fils de marchand pelletier qui non seulement tient littéralement dans sa main la couronne de France, mais qui va bientôt faire et défaire les papes eux-mêmes. Depuis son merveilleux palais de Bourges, il peut imaginer l'Europe à ses pieds. Il a marié sa fille au seigneur local, il a fait d'un de ses fils l'archevêque de Bourges. Tout lui sourit, tout lui rit. Comment n'a-t-il pas senti que tout ça était un peu trop beau ? Pour Messire Jacques, la chute est proche maintenant. Qu'on ne s'y trompe pas, l'arrestation et le procès de Jacques Coeur sont le fruit d'une conspiration longtemps mûrie, ourdie patiemment. Son chef, Antoine de Chabannes, l'un des favoris de Charles VII, va être, on peut dire, l'ennemi personnel de Jacques Coeur dans cette affaire. La cheville ouvrière du procès, c'est l'impossible La Trimouille, qui, soit dit en passant, doit beaucoup d'argent au grand argentier, évidemment. Pendant longtemps, le petit groupe de haine et d'intérêt qui s'est formé autour de ces deux-là attend une occasion propice. Or, contre toute attente, c'est la maîtresse officielle du roi, c'est la sublime Agnès Sorel qui va la leur fournir cette occasion. Je dis contre toute attente, car Jacques Coeur est dans les meilleurs termes avec la dame de beauté. Nous allons, dans le cours de cette émission, avoir l'occasion de dire à quel point leurs relations étaient en effet, ont longtemps été florissantes. Elles ont même été très importantes pour la prospérité du royaume. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec un récit de Franck qui s'intéresse aujourd'hui à Jacques Coeur, le grand argentier. Début 1450, la favorite Agnès Sorel rejoint le roi à Jumièges, en Normandie. Elle est tout près d'accoucher à ce moment-là de sa 4e fille. Et le 9 février, quelques jours après les couches qui ont été difficiles, elle meurt officiellement d'une infection puerpérale. On va voir ce qu'il faut penser de tout ça, bien entendu. Or, elle a désigné Jacques Coeur comme exécuteur testamentaire et très vite, la rumeur commence à se répandre. Jeanne de Vendôme, dame de Mortagne, accuse nommément Jacques Coeur d'avoir empoisonné la favorite. C'est autour du grand argentier tout un monde qui vacille. Le 31 juillet 1451, à Taillebourg, Jacques Coeur est arrêté. Une commission d'enquête est nommée. Elle est menée par le fameux Chabannes, dont je vous disais un mot à l'instant, et elle est presque entièrement composée de détracteurs. C'est désormais en tant que prisonnier que Jacques va suivre le roi dans ses pérégrinations jusqu'à Lusignan, à Maillé, à Poitiers. Coup de théâtre incroyable, dès les premiers interrogatoires, la Vendôme, celle qui l'avait d'abord accusée, se rétracte. Elle l'avoue, tout cela n'est que mensonge, affabulation, calomnie destinée uniquement à perdre un homme. Venant de la principale accusatrice, on pourrait dire qu'un tel aveu devrait mettre fin au tourment de Jacques. Eh bien, pas du tout. On maintient la procédure, que dis-je, on la détourne, on l'aggrave. 150 témoins à charge sont cités contre Jacques Coeur, qui n'a pas d'avocat, et on va lui infliger à Poitiers en mars 53 l'atroce supplice des brodequins. Ce qu'il y a de touchant dans ces circonstances, c'est que les nombreux amis de Jacques vont se montrer solidaires et tout mettre en œuvre à ce moment-là pour lui porter secours. Ses collaborateurs, son personnel, à 2 exceptions près, vont prendre de gros risques pour le défendre. Tout le monde se montre loyal, fidèle envers lui, et j'ai envie de dire que c'est un des points qui me paraissent plaider le plus en sa faveur. Ses enfants, eux-mêmes, essaient de le défendre, c'est bien naturel. L'archevêque notamment exhibe de la qualité de clerc tonsuré qu'avait jadis acquise son père afin de le soustraire à un jugement profane. On lui oppose le crime de lèse-majesté qui dépasse tout ce genre de considération. La plus malheureuse, évidemment, c'est la pauvre Massé, l'épouse exemplaire de Jacques Coeur, qui était peut-être sa raison de se battre. Eh bien, la pauvre ne supporte pas l'épreuve qui s'abat sur son mari et sur sa famille. Elle se laisse mourir quelque temps après l'arrestation de Jacques Coeur. Par une de ces coïncidences dont l'histoire a parfois le secret, l'arrêt qui frappe le grand argentier est édicté le 29 mai 1453. Ça, c'est une date que connaissent tous les étudiants en histoire, car c'est tout simplement le jour de la chute de Constantinople, donc le jour qu'on a retenu de manière théorique pour dater la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. On peut dire que rarement dans l'histoire on a pu voir une telle coïncidence. On peut dire que Jacques Coeur chute en même temps que le Moyen-Âge. C'est assez beau. Alors bien entendu, c'est nous qui voyons ça avec notre regard très postérieur.
Ce 29 mai, l'arrêt de justice est plutôt un arrêt d'injustice. D'abord, on n'a pas statué du tout sur le chef d'inculpation de l'empoisonnement d'Agnès Sorel. On a ressorti une affaire ancienne, cette affaire de la monnaie de Bourges dont je vous ai parlé tout à l'heure. On accuse Jacques Coeur d'avoir livré des armes aux Sarrasins, d'avoir exporté des métaux, ce qui aurait appauvri le royaume, ce qui est un peu un comble. On l'accuse d'une affaire avec un jeune esclave chrétien qui aurait été rendu à Alexandrie. Enfin, tout ça, évidemment, n'est qu'un tissu, bien entendu, accablant d'injustice. Il est condamné. Et après une humiliante amende honorable, il va devoir gagner la prison. Il est condamné à perpétuité. Aucun appel possible, aucune grâce, puisque Ferrarissime, c'est le roi lui-même qui a rendu l'arrêt. C'est d'ailleurs ce qui va empêcher toute tentative de révision par la suite. En octobre, par un moyen qui n'a jamais été élucidé, on va y revenir à ça aussi, Jacques parvient néanmoins à s'évader du palais de Poitiers. Il s'enfuit avec quelques complices, il gagne Montmorillon et puis de là il descend à travers le royaume, il passe par le couvent des Cordeliers de Beaucaire et de là il gagne Marseille puis Nice. Il prend la mer, gagne l'Italie. Jacques est accueilli à bras ouverts par le pape et d'autant plus que celui-ci pense avoir besoin de ses services. Il demande en effet à Jacques Coeur d'armer toute une flottille qui part pour Rhodes. Et c'est ainsi que notre personnage, vous voyez quelle vie incroyablement mouvementée, c'est ainsi que Jacques se retrouve dans l'île de Kio où il va trouver la mort le 25 novembre 1456. Charles VII lui-même, peut-être tourmenté par l'injustice criante qu'on a commise en son nom, va rendre aux héritiers et aux associés de Jacques Coeur une partie de ce qui leur revenait, et cela dès l'été 1457. Pour autant, ni Charles VII, ni Louis XI, ni Charles VIII ne reviendront sur le fond du jugement. Pour les héritiers naturels et spirituels de Jacques Coeur, le plus grand legs est ailleurs. Il est dans un modèle de vie en quelque sorte et sur lequel nous allons nous étendre à présent. Il est contenu peut-être dans cette devise, après tout l'une des plus belles qui soit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Nous nous retrouvons en compagnie de deux médecins, comme me le faisait remarquer un de nos invités. Un médecin tant qu'on est en vie, un médecin pour après la mort. Vous avez bien raison. Puisque nous sommes en compagnie de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française, qui vient de publier ce très beau livre, Le Grand Cœur, à propos de Jacques Coeur. Et puis, un médecin que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien, Philippe Charlier, médecin légiste, anatomopathologiste, on peut dire ça, spécialiste en tout cas de l'étude des cas anciens. Vous êtes rendu, vous, Philippe Charlier, sur le tombeau même de Jacques Coeur, là-bas, dans l'île de Kio? Du moins, nous l'avons cherché avec le prince Michel de Grèce il y a quelques années, dans le cadre d'un protocole de recherche sur les soins d'embaumement. On voulait savoir comment le corps de Jacques Coeur avait été embaumé et s'il était du moins possible de le retrouver ou pas. Et en l'occurrence, on avait quelques témoignages historiques qui nous disaient que ce tombeau était toujours visible au XVIIe siècle, sous la forme d'une dalle, sur laquelle était simplement écrit Jacobus Cordis, Jacques Coeur, en latin. Et puis on sait aussi par des témoignages anciens que un des fils de Jacques Coeur a demandé de récupérer le corps de son père pour le faire enterrer à Bourges, non pas dans la cathédrale, mais dans une autre église qui est quasiment en face de son palais, qui est maintenant ruinée, qui sert de débarras pour la police municipale en l'occurrence. Et on sait que ça n'a manifestement pas eu lieu puisque la tombe était toujours présente et visible au XVIIe siècle. Elle a été entretenue, cette tombe? Elle a été préservée? Alors, cette tombe, elle était dans un couvent de Cordeliers. Alors les Cordeliers, ce sont évidemment les franciscains et on a cherché du coup avec le prince les emplacements potentiels. On a retrouvé deux chapelles qui malheureusement pour l'une a été mystérieusement, le sol a été mystérieusement bétonné la veille de notre arrivée. Pas non plus crier. Ça peut arriver, ce genre de choses. Ça peut arriver, mais c'est quand même fort fâcheux. Et l'autre, malheureusement, est totalement ruiné et inaccessible en partie et très remodelé. Donc le tombeau vraisemblablement existe toujours, mais il faut beaucoup travailler pour y accéder encore. Nous allons voir tout à l'heure, et j'espère que vous allez pouvoir nous éclairer grandement sur ce mystère, sur cette énigme historique. Nous allons voir ce qu'il faut penser de la mort d'Agnès Sorel et de l'éventuelle implication de Jacques Coeur dans cette affaire. Est-ce qu'on sait au moins de quoi est mort Jacques Coeur ? Jacques Coeur, on a malheureusement plusieurs... Il avait l'âge de mourir pour l'époque, en même temps, il faut le dire. Il avait l'âge de mourir, mais on ne mourait pas si jeune que ça, vous savez, au XVe siècle. Donc quand on avait réussi à traverser un certain nombre d'épreuves, on pouvait vivre vieux. Quand on avait dépassé l'âge de 1 an, on avait ensuite une mortalité qui était à peu près comparable à la nôtre. C'était ça le problème, c'était les fourches codines de l'enfance. Deux traditions pour Jacques Coeur. La première, une tradition un peu romanesque, il aurait pris une lésion traumatique par boulet de canon lors du siège de Chios par les Turcs, et une tradition qui, elle, tient beaucoup plus
plus la route, qui est celle plutôt d'une maladie infectieuse, type dysenterie, dont il aurait malheureusement fait les frais à la même occasion. Vous, Jean-Christophe Rufin, vous nous le montrez en exil, puisque c'est depuis cette île qu'il est censé écrire le récit extrêmement florissant et foisonnant que vous nous proposez. Oui, alors moi je suis évidemment respectueux de l'histoire et tous les éléments historiques du livre sont à peu près, en tout cas presque tous respectés. Simplement j'ai écrit un roman, c'est-à-dire que on est dans un espace qui est celui de l'imagination parce que la vie de Jacques Coeur est extrêmement riche, mais elle est aussi très pauvre en informations. Il y a beaucoup de choses qui manquent. On n'a pas de portrait de lui, en tout cas pas d'époque. On a des portraits postérieurs. Il y a des tas de trous et le romancier est là pour les remplir, évidemment. Donc je me suis donné cette liberté chaque fois que c'était possible. Ce roman est une sorte de confession sereine, empreinte d'une certaine nostalgie, mais surtout d'une très grande sagesse. Ça m'a rappelé à plusieurs reprises exactement le ton des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. On est dans cet esprit en fait, une sorte de retour sur soi, sur la vie, la sienne et d'une façon plus générale, celle de tous. Écoutez, vous ne pouvez pas me faire un plus beau compliment parce que c'est effectivement un livre que j'ai beaucoup admiré et dont je me suis en effet inspiré, non pas évidemment à la lettre, mais dans l'esprit parce que c'est le même procédé au fond du récit de la vie d'un personnage par lui-même dans des circonstances qui sont assez tragiques. Parce que quel que soit, je reviens sur ce que disait Philippe Charrier, quels que soient les événements qui ont conduit à sa mort et qu'on ignore finalement pour le moment, il y avait de toute façon une ambiance qui était une ambiance d'assassinat autour de lui. C'est quelqu'un qui fuyait, qui avait eu des tentatives d'assassinat. Vous avez parlé des Cordeliers de Beaucaire. Il s'est évadé du couvent des Cordeliers de Beaucaire par un coup de main, en quelque sorte à travers la muraille, de ses compagnons qui ont creusé un trou dans la muraille et qui sont allés le libérer pendant un office. C'est-à-dire qu'il était menacé de mort. Et quand même 4 évasions dans sa vie, voilà. C'est un personnage incroyable. Et donc, j'ai voulu qu'il écrive ce livre, ces mémoires, donc, qui sont évidemment mises dans sa bouche, dans une circonstance qui est une circonstance de peur, d'une certaine façon, et de menace. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et c'est un homme flamboyant qui est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1, le grand argentier de Charles VII. Il s'agit de Jacques Coeur, Franck. J'avais pour coutume de dire, car pour tout vous avouer, ce n'est pas notre première émission sur Jacques Coeur, en plus de 1000 émissions. Évidemment, 10 ans à un moment donné. Mais j'ai pour coutume de dire que le meilleur moyen d'appréhender le personnage, c'est de se rendre à Bourges et de visiter ce merveilleux palais Jacques Coeur. Mais il y a maintenant un meilleur moyen, c'est de lire le roman de Jean-Christophe Rufin qui s'appelle Le Grand Coeur et qui paraît chez NRF Gallimard. Alors, Jean-Christophe Rufin, comme vous dites, vous avez fait un roman, mais c'est un roman qui est d'une grande vérité. Il faut dire que vous êtes de Bourges vous-même, donc ça vous a peut-être aidé. Vous êtes né avec Jacques Coeur, en quelque sorte. Jacques Coeur, je suis né à côté de sa maison natale, qui d'ailleurs n'est probablement pas sa véritable maison natale, et tout près, bien sûr, de son palais, où j'ai d'ailleurs toujours une maison qui donne sur son palais, sur le côté médiéval du palais, parce que, comme vous allez sans doute le faire remarquer, c'est un palais qui a deux faces extrêmement différentes. Il a une face médiévale qui ressemble à un château fort, et il a une face renaissance. Extrêmement, c'est celle-là qui est flamboyante, incroyable. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a les deux, et que comme vous le dire remarquer, la date, Jacques Coeur a vécu vraiment à la charnière de ces deux époques, et son palais en est le témoignage. C'est un homme qui, évidemment, on l'a compris, était dévoré d'ambition, connaissait par cœur tous les rouages des affaires. Il a été à bonne école avec son beau-père. Il a commencé par faire ce très beau mariage. C'est le début, c'est son départ dans la vie. Oui, mais en réalité, jusqu'à 30 ans, au fond, il a un certain nombre de succès qui sont liés effectivement à ce mariage et aux relations de sa famille, de sa belle famille, mais il patauge et il va être mis en prison dans des conditions qui ne sont pas très reluisantes à 30 ans. Et pendant que Jeanne d'Arc est en train de libérer Orléans, lui, il est au fond de sa prison où il a été enfermé pour des malversations financières. Et au fond, c'est à cause de cet emprisonnement et de cet échec, finalement, de sa vie à 30 ans, qu'il va s'embarquer, partir pour l'Orient. Il a fait une sorte d'examen de conscience et en même temps, il a examiné la situation. Il a choisi de volonté délibérée sa nouvelle carrière. Oui et non. Je crois que ce qu'il a choisi, c'est de partir. Il a choisi effectivement de
de voir plus grand dans ses affaires et d'arrêter d'essayer de rogner sur des pièces de monnaie. C'était pas tellement ambitieux. Mais après, il y a eu un certain nombre de découvertes qui ont été faites, je crois, fortuitement par lui. Quand il s'est embarqué sur un navire qui n'était pas du tout... il y en avait très peu, qui l'a amené en Orient, jusqu'à Beyrouth, Damas, etc. Je crois qu'il n'avait aucune notion de ce qu'il allait découvrir. Et finalement, c'est l'homme, mon sens, qui a fait pivoter d'une certaine manière notre regard sur l'Orient. C'est jusque-là, c'était un regard de conquête ou un regard de combat, de conversion à travers les croisades, etc. Et à partir de Jacques Coeur, c'est un regard d'échange, c'est-à-dire qu'il reconnaît tout à coup la richesse de cette civilisation orientale dans laquelle il est. Et l'Orient d'une menace devient en quelque sorte riche d'espoir et d'affaires possibles aussi. Absolument. Et il se dit, au fond, Damas est le centre du monde, c'est vers cette ville que convergent des caravanes venues de Chine, de Perse, de partout. Et au fond, voilà, son ambition, c'est de dire... Pour que la France devienne le centre du monde, eh bien, il faut que, en quelque sorte, ces caravanes arrivent jusqu'à nous et il faut substituer à ce ridicule combat l'échange. Et donc, il est l'artisan, ou en tout cas le contemporain, parce qu'on ne peut pas lui prêter non plus d'efficacité qu'il n'en a eu, mais il est le contemporain, d'une part, de la fin de la guerre de 100 ans, une guerre incestueuse entre France et Angleterre qui va finalement nous faire patauger dans l'obscurité, dans la misère, dans la mort. Et manquer de pousser la France à sa perte. On a été à deux doigts au tout début du règne de Charles VII. Ça a suffi à la ruiner considérablement. Et à partir de là, la France va se mettre à regarder vers l'Italie, vers la Méditerranée, vers l'Orient. C'est la première chose. Et la deuxième chose dont il est contemporain, c'est la chute de Byzance, la fin de l'Empire romain d'Orient et l'arrivée en Italie notamment, dans un premier temps, de beaucoup d'artistes, beaucoup d'hommes de culture qui provenaient de cette région du monde. Donc finalement, toutes les conditions sont réunies pour qu'en effet la France, enfin en paix, devienne une terre, j'allais dire, de prospérité, de culture. Et Jacques Coeur en sera l'un des artisans. Il va falloir pour ça qu'il arrive à s'imposer face aux marchands vénitiens et aux marchands génois. C'est là qu'il fait preuve d'une inventivité extraordinaire. Oui, alors c'est un personnage qui effectivement est habile. Moi, j'en ai fait surtout un rêveur. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout certain, si vous voulez. Tous vos ouvrages sont sur l'échange, le voyage, etc. Et celui-là, encore plus peut-être que les autres. Oui, parce que je pense qu'à son époque, si vous voulez, il fallait une autre motivation que l'argent pour faire ce qu'il a fait. S'il avait voulu uniquement gagner de l'argent, il aurait pu le faire en restant chez lui. Et il y avait des opportunités de s'enrichir qui auraient été peut-être pas aussi considérables, mais en tout cas suffisantes. Je crois que c'est quelqu'un qui a rêvé, en effet, d'un autre monde et qui, en tout cas, n'a pas profité de sa richesse. Ça, c'est bien certain. Il a passé son temps sur des routes à dormir dans des mauvais lits et son palais de Bourges, il n'y a vécu que 8 jours. Alors, qu'est-ce qui le motivait ? Le bien-être de sa famille ou ses propres affaires ou tout simplement ces nouveaux horizons qu'il fallait conquérir ? Je crois qu'il y a eu une série de hasards. L'un de ces hasards l'a poussé vers l'Orient. En rentrant dans des conditions épouvantables, il a fait naufrage, etc. Il est reparti de zéro, mais avec cette conviction qu'il fallait en effet développer ce lien avec l'Orient. Il rencontre le roi Charles VII, qui est un roi difficile, ombrageux, et il va avoir avec lui une relation très complexe dans laquelle il sera d'une certaine manière prisonnier, c'est-à-dire qu'il va disposer de beaucoup d'argent public, on dirait aujourd'hui, et il va monter cette entreprise qui est une économie mixte, on pourrait dire, avec des termes qui évidemment n'ont aucun sens à l'époque, mais dans lequel il y a à la fois son argent et celui du roi, et ce qui lui sera d'ailleurs reproché au moment de son procès. Évidemment, il ne rencontre pas seulement le roi, il va finir par rencontrer celle qui devient la favorite royale, la première de l'histoire de France. Du reste, soudain, écrivez-vous, c'est Jacques Coeur qui parle, soudain nous avons entendu des rires clairs, l'ombre nous dissimulait et les jeunes filles qui approchaient ne nous voyaient pas, aveuglées de soleil et occupées à leur conversation. Elles étaient encore assez loin de nous, dans la lumière, elles formaient un petit groupe compact et pouvaient être 5 ou 6. Cependant, on n'en voyait qu'une, autour de laquelle toutes les autres semblaient tourner comme des insectes de nuit pris dans une flamme. Le groupe suivait ses pas et son trajet en zigzag à travers le jardin était le résultat du bon vouloir de celle qui disposait ainsi de l'autorité. À peu de distance de nous, elle buta du pied contre une poire tombée à terre, elle s'arrêta et les autres l'imitèrent. Du bout du pied, elle fit rouler le fruit talé, puis, levant le nez vers le bouquet d'arbres où nous étions, elle s'écria « Voyez, il y en a d'autres !»
Elle se dirigea vers le poirier, mais presque aussitôt, en entrant dans la pénombre, elle me vit et se figea, sans la connaître. J'eus immédiatement la certitude que c'était elle. C'est une grande rencontre, celle de Jacques Coeur et d'Agnès Sorel. Oui, alors là, on est dans la littérature, on n'est plus dans l'histoire, mais on est quand même... Un peu dans les deux, je dirais. Oui, parce que c'est une sorte d'alliance très très solide qu'ils vont nouer entre eux. Agnès va le protéger. Moi, j'ai vu ces deux personnages, si vous voulez, comme des enfants apeurés qui se blottissent l'un contre l'autre. Ils sont tous les deux dans la même suggestion face à ce roi qui est extrêmement difficile et ombrageux et imprévisible, qui peut à tout instant les faire disparaître dans le néant, finalement, Charles VII, dont ils dépendent. Et au fond, c'est une relation qui est très forte, très amoureuse, mais pas très charnelle, en tout cas pas tout de suite. Je laisse les lecteurs découvrir les choses. Et au fond, c'est une sorte de fraternité très forte qui ne me paraît pas invraisemblable au regard de ce qui s'est passé dans l'histoire, puisque c'est la disparition d'Agnès Sorel qui va mécaniquement entraîner la chute de Jacques. Alors est-ce que Jacques était pour quelque chose dans la mort d'Agnès? C'est ce que nous allons essayer. C'est la situation très complexe que nous allons essayer de démêler dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1. Extrait sur Europe 1 de la Chambre des Dames qui s'intitule précisément le thème de Guillaume, clin d'œil obligatoire à notre réalisateur Franck, Guillaume Vassaux. Oui, justement, Guillaume Vassaux, que j'aperçois à travers la vitre dans la régie, évidemment, et heureusement, j'allais dire, et je cherche également des yeux ma complice Clémentine Portier-Kaltenbach, qui est là, et à qui nous devons cette émission. C'est elle qui a eu l'idée de réunir de France 3. Nos deux médecins préférés pour parler d'Agnès Sorel et de Jacques Coeur. Alors, que faut-il penser? Vous, Philippe Charlier, vous avez eu accès au reste d'Agnès Sorel, on en a beaucoup parlé à l'époque, et vous avez une opinion extrêmement claire sur ce qui lui est arrivé et sur les raisons de son décès. En effet, on savait par les historiens de l'époque, notamment par Jean Chartier, qu'elle était morte d'un flux de ventre, donc pour être médical, une perte de liquide par un des orifices inférieurs. Chez la femme, vous imaginez un peu, notamment dans le contexte de la naissance de son 4e et dernier enfant. Ayant étudié les restes d'Agnès Sorel, on sait maintenant qu'elle est morte d'un empoisonnement aigu au mercure, 10 000 à 100 000 fois la dose qu'on prenait traditionnellement pour soigner des parasites qu'elle avait également, qui sont des œufs d'ascaris. Elle avait en très grande quantité les petits vers blanchâtres qui sont dans les intestins et qui sont évidemment relativement désagréables quand on est une favorite royale et qu'on a des contacts intimes avec son roi de France et peut-être avec d'autres, comme vous le dites, monsieur Ruffin. Donc, bon. Et le problème, c'est qu'une dose aussi importante que ça de mercure, quelles sont les hypothèses diagnostiques? Soit une erreur thérapeutique, une erreur de dosage, ça arrive, c'est fatal, ça se voit encore maintenant. Deuxième possibilité, une intoxication volontaire cette fois-ci, donc un assassinat, un empoisonnement criminel. Et dernière possibilité, qu'on ne peut pas exclure, c'est un suicide, puisque c'est quand même une femme qui est dans un moment charnière de sa vie, elle est en train de se remettre, si je peux dire, dans le droit chemin avec le roi, elle vient de le rejoindre en Normandie pour la conquête, elle vient de perdre son 4e et dernier enfant, dont d'ailleurs nous avons retrouvé les restes sous la forme de 2 petites vertèbres et d'un fragment de crâne dans le tombeau, si je peux dire, ou l'urne funéraire d'Agnès Sorel. C'était la tradition d'enterrer ensemble la mère qui mourait peu de temps après son enfant, et l'enfant lui-même. Et c'est normal que cet enfant n'ait pas survécu, puisqu'il n'avait que 7 mois, donc une grande prématurité pour l'époque, sans moyen d'assurer sa survie. On est quand même assez peu coutumier du suicide au XVe siècle. Hein. Ça n'est pas courant, il y a beaucoup moins de suicides que dans nos périodes contemporaines. Il faut du moins, le dire, on n'en parle pas. En tout cas reconnu, oui. Alors c'est on ça. n'en parle pas. Oui. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Mais en effet, oui, c'est une hypothèse qui passe au 3e et dernier plan, mais on ne peut pas l'exclure. Charge justement aux historiens d'essayer de trouver des arguments en faveur ou en défaveur. C'est ça, vous donnez en quelque sorte le diagnostic de base, et ensuite, à partir de ce diagnostic, il faut aller plonger dans les seules sources disponibles,
c'est-à-dire néanmoins les textes, qu'on le veuille ou non, pour savoir ce qu'il en a été vraiment. C'est un échange. Alors, est-ce qu'on peut néanmoins admettre que s'il y a eu empoisonnement, cet empoisonnement ait été habile? Parce qu'on n'imagine pas qu'un homme, que ce soit évidemment, que ce soit ce pauvre Jacques Coeur, même si en l'occurrence on va voir ce qu'il faut en penser, ou que ce soit quelqu'un d'autre, on n'imagine pas qu'un empoisonneur ait commis un crime visible en quelque sorte. Le mercure, à cette époque-là, vous allez voir que je réponds à votre question, le mercure était donné sous la forme de mie de pain agglomérée avec un petit peu du métal liquide. Et du coup, il fallait... Sinon, ça brûlait vraiment complètement l'œsophage, l'estomac, et c'était extrêmement douloureux et désagréable. Donc là, oui, il y a une dose qui a été donnée de façon un petit peu plus forte, un petit peu plus grande, 10 000 à 100 000 fois la dose thérapeutique. Et ce meurtre a été passablement habile parce que manifestement, Agnès Sorel, si ça a été fait à son insu, ne s'en est pas rendu compte et elle est morte de façon extrêmement rapide. On sait par la médecine moderne, la toxicologie, que ça tue en 48-72 heures, pas plus. Ça, hein. Et d'ailleurs, ça explique aussi les derniers mots d'Agnès Sorel où elle dit qu'elle n'est, transcription en français moderne, elle n'est que pourriture et elle se sent vraiment pourrie de l'intérieur. Ça donne une haleine qui est littéralement putride, des intoxications aiguës au mercure, avec cette sensation exacte d'être une pourriture sur pied, entre guillemets. Donc, on comprend... Quelle charmante fin. Malheureusement, pour cette belle dame de beauté, c'est bien malheureux, mais c'est la triste fin historique pour le coup. Vous en donnez un portrait, Jean-Christophe Ruffin, tout simplement séraphique. Elle est une dame de beauté, une dame de lumière dans votre livre, et elle finit comme ça dans des conditions atroces. Alors, Madame de beauté, c'est un jeu de mots. Hein, oui, parce qu'elle était de beauté sur le. Oui. Est-ce que vous pensez, vous, qui de près ou de loin, notre Jacques Coeur aurait pu avoir intérêt à la faire disparaître? Non, certainement pas. Certainement pas. Mais en revanche, il y avait beaucoup d'autres gens qui avaient l'intérêt à faire disparaître cette femme qui était, encore une fois, qui occupait une position qu'aucune avant elle n'avait occupée dans l'histoire de France et dans l'histoire du royaume, en l'occurrence sous le règne de Charles VII. C'est-à-dire que Charles VII, comme tous les Valois, avait des appétits, disons, assez considérables. Mais enfin, jusque-là, toutes ses maîtresses étaient cachées. Et puis là, tout à coup, il installe au vu et au su de tout le monde une femme à laquelle il fait des présents, on peut dire royaux. Il lui offre des domaines, il lui offre des places fortes, etc. Dont beauté, justement. Dont beauté, voilà. Et énormément de jalousie. Alors, il faut savoir aussi que quand elle rejoint le roi qui est en campagne en Normandie pour reconquérir la Normandie, il est en train de s'acoquiner avec sa cousine qui deviendra très rapidement la maîtresse officielle suivante, Antoinette de Maigret. Et c'est probablement l'une des suspectes, en tout cas pour les biographes d'Agnès Sorel, que cette cousine ingrate qu'elle a introduite dans la cour du roi et qu'il a supplantée auprès de lui. Alors les accusations qui ont été portées contre Jacques Coeur l'ont été par une femme, Jeanne de Vendôme, qui s'est très vite rétracté, oui, en fait. Oui, mais si vous voulez, ça c'était la première, disons c'était l'accusation première, mais il y avait été un complot qui était mené aussi dans l'ombre par des rivaux, notamment par des rivaux génois installés en France, à Montpellier. Il y avait une sombre histoire de rivalité aussi entre Montpellier et Marseille, parce qu'à l'époque, Jacques Coeur avait surtout ses affaires à Montpellier, mais il était en train de les transférer à Marseille. L'impression qui est donnée quand on lit les épisodes de sa vie de l'époque, c'est qu'il était en train de se mettre à l'abri, qu'il avait senti que le roi allait sans doute se retourner un jour contre lui et il mettait ses affaires à l'abri. Il avait des affaires à Florence qui pouvaient être indépendantes le jour où le roi l'aurait répudié, si je puis dire. Il aurait pu se réfugier là-bas, etc. Oui. Donc il était en train de s'échapper. Et ses ennemis ont instruit contre lui ce procès et en fait ils ont attaqué lorsque le dossier était déjà très lourd et donc à ce moment-là tout est sorti. Ça fait songer cette mort cette chute de Jacques Coeur, ça fait songer à la chute de Semblançay sous François Ier ou à celle de Fouquet sous Louis XIV. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez comme ça un grand argentier qui a pour débiteur les plus grands personnages de la cour et l'État lui-même, généralement il finit pas très bien, il faut le dire. Surtout avec un personnage comme Charles VII qui était un homme alors vraiment très étrange parce que c'est quelqu'un qui a commencé son règne et sa vie, on pourrait dire, presque dans la misère, dans la menace. On l'a sorti de Paris pour éviter qu'il soit assassiné, etc. Il vivait au fond des châteaux, reclus, caché, etc. Puis il a terminé dans la débauche la plus totale. Et c'était un personnage qui n'a jamais aidé ceux qui l'ont aidé. La première de ses victimes, si j'ose dire, c'est Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc qui n'a pas vraiment essayé de sauver, c'est moins qu'on puisse dire. Et d'une certaine manière, il y avait chez lui, et Jacques Coeur, je pense, l'a senti très tôt, parce qu'il était très fin, cette espèce de
risque permanent, c'est-à-dire qu'on avait envie de l'aider parce qu'il était faible, qu'on avait envie de faire quelque chose pour lui, mais qu'on savait qu'il ne serait pas reconnaissant et qu'un jour ou l'autre, d'abord ingrat. Il serait ingrat, et ingrat jusqu'à la mort. Alors, il est condamné, lourdement condamné, même s'il échappe à la peine de mort, tout de même, Jacques Coeur. Mais de façon très étrange, il parvient à s'échapper de Poitiers. On imagine mal un prisonnier d'État qui doit quand même se trouver sous bonne garde réussir ainsi une évasion. On l'a aidé tout de même. Il était resté très riche. Et la raison pour laquelle il est resté en vie, on ne l'a pas condamné à mort, c'est parce que l'essentiel de sa peine, c'était le paiement d'une très très lourde amende qu'il ne pouvait payer que si ses affaires continuaient de fonctionner. Donc tout son réseau, toute son entreprise, on dirait, continuait de fonctionner, mais au fond, elle était contrainte d'alimenter directement la caisse du roi pour paiement de cette amende. Et évidemment, cet argent, on peut penser qu'à un moment donné, il a pu en distraire une partie pour payer ses geôliers et qu'il regarde ailleurs pendant qu'il était en train de s'échapper. Cela dit, on l'a poursuivi avec de nombreuses tentatives d'assassinat. Et quand il s'est finalement évadé parce que sa deuxième évasion, c'est dans le couvent des Cordeliers, il a fallu l'en extraire pratiquement manu militari. À Beaucaire, là, cette fois, il est arrivé dans le Midi. À Beaucaire. Il a échappé, il dormait sous son lit avec un maillet de fer que lui avait prêté un des moines qui était son ami. Et un jour, on venait l'assassiner en pleine nuit et il a tapé sur le moine qui venait l'assassiner, qui était un faux moine, évidemment, payé pour l'assassiner. Donc c'était vraiment une vie d'homme traqué, si vous voulez. Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française Le Grand Coeur, c'est publié chez Gallimard. Et c'est donc ce très beau livre qui est non seulement un retour sur la vie de Jacques Coeur, mais une réflexion sur nos vies à tous. Et puis bien sûr de Philippe Charlier, je vais citer le dernier de vos livres, Philippe, Les secrets des grands crimes de l'histoire. C'est publié à la librairie Vuibert et ça vient juste de sortir. Parmi ces grands crimes de l'histoire, il y en a qui pourraient faire l'objet de nouvelles émissions. J'espère vous recevoir bientôt à nouveau. Merci.